Très bien. Alors, le deuxième point à l'ordre du jour, c'est un choix qui est celui de la nouvelle équipe municipale, auquel pourtant participaient d'autres, dans le cadre de ce plan local d'urbanisme qui a été adopté le 26 septembre. Alors, on vous a donné un rapport en la matière et je porte à la connaissance du conseil municipal, très officiellement, que monsieur le préfet lui-même, par un courrier en date du 6 décembre 2013, a exercé un recours gracieux contre le plan local d'urbanisme de la commune de Villeneuve-Loubet, pourtant adopté à la majorité. Ce recours gracieux portait sur 4 griefs, dont, pour ma part, et sans entrer dans les détails, le plus important et le plus significatif, parce que l'hypothèque n'est pas levée, portait sur les conditions de l'assainissement et du traitement des eaux usées, puisque monsieur le préfet faisait valoir qu'il était assez dense, notamment dans des zones nouvelles à urbaniser, pour ne pas permettre à la station d'épuration de Cagnes, qui doit fêter un jour ses 60 ou 70 ans, on date des années 50, c'est la première du département, elle est toujours en fonction, dans les conditions précaires que l'on connaît, et donc faisait valoir que faute d'une capacité pour la station d'épuration de Cagnes, qui est la seule de notre secteur, il n'était pas possible d'accepter un tel projet avec une urbanisation aussi conséquente. Faisant référence notamment au SDAGE, le schéma directeur de l'aménagement et de gestion des eaux de 2009, ce qui était quand même un point fort. Il s'est trouvé que le recours gracieux que fait le préfet doit obliger le maire à en porter connaissance à ses conseillers municipaux. Donc cette lettre du 6 décembre aurait pu être portée à connaissance le 6 février lors du dernier conseil municipal. Il n'en a pas été fait le cas. C'était une possibilité de ne pas le faire, bien sûr, mais c'est quand même regrettable vis-à-vis d'un certain débat qui avait lieu par ailleurs dans l'opinion pour la circonstance. Et donc le service de l'urbanisme a répondu à monsieur le préfet sur les 4 points en la matière. J'ai voulu que vous ayez toutes les lettres. Celle du 6 décembre, la réponse de la commune le 17, si ma mémoire est bonne, sachant que le recours gracieux, ironie du sort, courait jusqu'au 23 mars. Et qu'à cette date, le préfet disait très clairement que faute de réponse satisfaisante, eh bien, je vais m'en... Bizarre, hein, comme l'action du préfet. C'est en parlant du préfet. Et donc, faute de réponse satisfaisante, ça serait un recours contentieux. Bon. Donc la commune a donné des réponses et a donné des éléments qui ont fait que, alors la lettre de monsieur le préfet est une lettre que je trouve savoureuse dans les annales de l'administration française, qui dit tout et son contraire, qui se termine plutôt bien, puisqu'on nous dit qu'il n'y aura pas de recours contentieux. Mais pour autant, je reste vigilant sur les non-réponses que vous m'avez apportées. Ça, c'est quand même un délice, et il n'y a que la langue française qui permet toutes ces subtilités en la matière. Bon. Il n'est un secret pour personne que j'ai eu l'occasion de considérer dans le débat que nous avons entretenu et que j'ai voulu, alors qu'on était dans une sorte d'unanimisme général à la fin de l'été, un débat que j'ai voulu pour attirer l'attention de l'opinion sur les conséquences d'un plan local d'urbanisme qui me paraissait démesuré. Démesuré dans la mesure où, même si nous dépendons bien sûr d'un plan local de l'habitat intercommunal, dit de la CASA, qui a fixé un objectif global de 50% de logements sociaux, considérant qu'on devait rattraper d'ailleurs ce qu'on ne pourra jamais rattraper, ce qui est quand même assez particulier, mais sous les pressions très fortes de l'administration et du préfet en particulier. Cela étant, toutes les communes de la CASA s'inscrivent dans le plan local d'habitat.
mais aucune n'inscrit en mixité sociale tout le territoire communal. Aucune. Ayant interrogé Jean Leonetti, que je connais un peu quand même, à l'Assemblée nationale, puisque c'est là où je le rencontre plus facilement qu'ici, et lui ayant posé la question, il m'a toujours répondu, mais non, il n'est pas question de mettre 50% sur tout le territoire. Il y a une globalité pour obtenir 50% en fixant des secteurs à 80%, quand d'autres seront à 20%, d'autres au contraire qui n'auront rien, pendant que des réalisations seront à 100%. Or, le plan local d'urbanisme de notre commune a ceci de vicieux. C'est que non seulement il identifie 9 secteurs, avec un nombre de logements à réaliser, de 1311 logements, dont 770 sociaux. Et ces 9 secteurs sont clairement identifiés. Mais le fait d'avoir mis un périmètre qui n'existait pas précédemment, de mixité sociale sur tout le territoire de la commune, fait que vous n'êtes plus à 50%. Vous êtes bien au-delà. J'en veux pour preuve. Vous faisiez allusion tout à l'heure à l'opération de terrain du Clotérol. Le Clotérol est dans les secteurs désignés, mais là on n'est pas en mixité, on est à 100%. Il y a 40 et quelques logements, je ne sais plus combien, 43 je crois. Non, je pense qu'on dépasse la quarantaine. Et donc on est à 100%. Quelle est la logique de faire du 100% si ailleurs on ne peut pas faire du zéro? Puisqu'on nous demande que 50. En clair, nous avons un plus qui est plus royaliste que le roi, qui en fait plus que ce que le PLH, le plan local d'habitat intercommunal, demande. Pourquoi faire? Dernier exemple, que vous ne connaissez pas, privé. Un opérateur, un promoteur sur une propriété à l'entrée de Texas Instruments qui deviendra Amadeus. Sur cette propriété, 24 villas prévues. Pourquoi pas? Beaucoup quand même. Hein? 12 en logement social. Inscrits nulle part dans les secteurs. C'est encore davantage. C'est-à-dire d'abord, on construit, mais à chaque fois, on est dans cette contrainte du 50% de logements sociaux. Il n'y a rien contre le logement social. Je veux qu'on soit bien clair là-dessus. D'abord, je voudrais vous dire que le premier maire à avoir refait du logement mixte, depuis les années 70 où se sont élaborés les Espérès et la Lisière, c'est moi. Car l'avenue des Baumettes et l'opération des primaires, c'est moi qui l'ai engagé. Et qui est voulu, avant que ça soit la loi, la mixité sociale, puisque ça nous permettait d'intégrer, je ne sais plus combien de personnes âgées, on dirait aujourd'hui des seniors, qui vivaient dans 2 bâtiments qui, pour le moins, dataient, où sur le confort était quand même très discutable, permettait d'intégrer au milieu des actifs cette population dans une véritable mixité. Les primes verts, même si l'inauguration s'est faite tardivement, c'est moi qui l'ai engagé, avant la fin de mon mandat, avec Erilia. C'est moi qui ai choisi Erilia. Je l'assume totalement. Donc je ne peux pas être soupçonné de ne pas vouloir de logements sociaux. Oserais-je indiquer quand même, pour l'ironie, l'ensemble des Espérès. Quand je suis arrivé ici dans cette commune il y a 25 ans, un peu plus maintenant, ça s'appelait les HLM. J'ai été le premier à vouloir supprimer ce que d'aucuns considéraient comme quelque chose d'un peu infamant. D'abord sur la carte d'électeur. Ensuite, en faisant en sorte que ça s'appelle résidence des Espérès, avant d'engager un projet de réhabilitation, et nous étions en 1989, on n'était pas encore avec la loi Borloo, hein, de rénovation avec l'aide des copropriétaires, et Rachel Blau, qui a été un des piliers à l'époque, a permis pour 15 millions de francs, d'apporter 5 millions de francs du Conseil général, du Conseil régional qui à l'époque mettait de l'argent, de la commune elle-même, qui avait mis 1 million, pour permettre cette rénovation d'il y a 25 ans, qui reste exemplaire aujourd'hui encore, et qui permet à des gens modestes de vivre dans les mêmes qualités de vie que d'autres autour. Et je le dis d'autant plus, c'est que moi, là où je vis, j'y vis depuis 25 ans, et que je n'ai pas déménagé, quel qu'ait été mon statut social. J'y suis resté dans ce quartier qui est l'illustration même de la mixité sociale. Donc, lorsque je mets en cause le plan local d'urbanisme, ce n'est pas pour remettre en cause ni le logement
social, actif, appelez-le comme vous voulez, nécessaire pour les catégories de Français qui ont des difficultés à se loger. C'est parce que je considère réellement que nous sommes tombés dans un piège qui nous a été tendu et que peut-être on n'a pas de bonne foi perçue d'une urbanisation à outrance, en clair, du béton pour le béton, parce que même pas en verre, le béton, ça reste du béton, et d'éco-quartiers qui n'ont rien d'éco-quartiers, mais qui ne sont que des ghetto-quartiers si on ne les rectifie pas dans un sens d'environnement réel. Et le quartier des Morettes, si on en a l'occasion, et sans doute le mettrai-je à l'ordre du jour, un de ces quatre, pour vous présenter au conseil municipal ce projet, qui est engagé et qu'il faut rectifier, mais entre ce qu'il était programmé et ce que nous allons en faire, méritera sûrement davantage le terme d'éco-quartier, sur lequel d'ailleurs il n'y a jamais eu de label, entre parenthèses, ça devrait quand même interpeller ceux qui parlent facilement. Et donc, je vous le dis, non seulement nous ne pouvons rien rattraper, puisque les Espérès, 222 logements, locatifs il y a 40 ans, aujourd'hui 180 propriétaires, quelle bonne nouvelle, des gens modestes accèdent à la propriété, magnifique. Et oui, mais les 180 ne sont plus dans notre quota social. Nous devons donc travailler pour rattraper, pour être au niveau de ce que nous étions il y a 20 ans. Et ensuite construire encore pour être au-delà et rattraper un retard. Je me suis toujours opposé à la loi SRU depuis le départ. Monsieur le conseiller municipal, il ne suffit pas d'être à l'Assemblée nationale pour être Merlin l'Enchanteur. Qu'on soit dans l'opposition, comme je l'ai été du temps de Monsieur Jospin, ou dans la majorité, comme c'était le cas avec François Fillon et Madame Boutin, je n'ai eu de cesse que de faire entendre ma musique, pour dire les choses, me battre en commission pour exiger des choses, vous savez, toutes bêtes. Et je n'ai pas attendu mon prédécesseur, qui m'a sollicité, paraît-il, dans des écrits. C'est bien qu'il m'ait encouragé, mais je ne l'avais pas attendu pour intervenir dans le sens qui était le nôtre d'ailleurs, quand nous étions dans le conseil municipal ensemble. Pour intervenir pour dire que la loi SRU, au lieu d'appliquer ce quota imbécile de 20% uniformément sur tout le territoire national, sans tenir compte de l'histoire des communes, de leur topographie, de leurs prescriptions urbanistiques. Il n'échappera à personne qu'à Villeneuve-Loubet, plus de la moitié de notre territoire est en zone naturelle préservée. Comment voudrait-on qu'on fasse autant que les autres alors qu'on a un espace plus contraint que les autres? Il y a là quelque chose d'absurde. Ça s'est joué en commission des affaires économiques du développement durable dans la nuit où ça n'intéresse aucun journaliste, à 2 voix près. Même mes collègues de gauche avaient accepté pour une partie d'entre eux d'appuyer ma demande qui me paraît de bon sens. Ça ne s'est pas fait, et le fait que la ministre, Mme Boutin, ait cédé au lobby bien connu, médiatique en particulier, et que le président de la République lui-même ait renoncé à avoir un peu de courage pour faire la politique pour laquelle il avait été élu, tout simplement, a fait que on en est resté là. Et évidemment, Mme Duflot, elle est arrivée avec ses idées toutes faites, il nous a mis 25% et quintuplé les pénalités. C'est absurde. Je défends aujourd'hui une proposition de loi qui est de mettre l'accession sociale à la propriété dans le quota social des communes. Quelle est la différence entre quelqu'un de modeste qui paye un emprunt pour y vivre et avoir un bien, et quelqu'un qui paye à fond perdu un loyer en la matière? C'est toujours quelqu'un qui a des revenus identiques. Je ne dis pas que pour l'éternité, une fois devenu propriétaire, ce quota devrait perdurer, mais en tout cas, dans le temps où il y a l'accession, on devrait pouvoir garder dans les communes ce fonds de logement social. Tout ça pour vous dire que c'est une réflexion globale que j'ai en la matière. Ce n'est pas simplement un artifice, un argument de campagne. Je vous demande de bien comprendre que sur un sujet aussi sérieux, ça mérite une réflexion générale. Et qu'à la limite, on en ferait un débat en dehors du conseil municipal entre nous, pour mettre sur la table nos idées, nos arguments. J'y serais tout à fait prêt, parce que c'est un vrai sujet. Comment loger les familles? Quelle politique réelle du logement? Et pas simplement sur un axe où des gens sont demandeurs à Villeneuve alors qu'ils n'ont rien à y faire. Je reçois des gens, l'un est électricien de métier avec un travail, sa femme est clerc de notaire, mais au chômage, enceinte, pas moyen de trouver dans le privé, les garanties sont trop lourdes. Ils sont inscrits à Villeneuve-Loubet en logement social, que bien sûr ils n'auront pas. Ils font partie des 300 familles de Villeneuve. Bon, 300 familles de Villeneuve qui veulent un appartement à Villeneuve. Très bien. Pourquoi à ce moment-là inscrire dans le plus, à minima,
Vous entendez bien, à minima, 1311 logements et 770. C'est-à-dire pour loger 2,5 fois plus de gens qui n'en demandent sur la commune. Alors bien évidemment, on n'est pas contre Villeneuvois, on accueille les gens des autres communes, nous sommes nous-mêmes venus d'autres communes, donc il faut un équilibre. Mais aujourd'hui, le résultat de cette loi qui s'applique trop durement sur notre secteur, et là aussi sur la CASA, il y aura une réflexion à avoir. J'ai commencé à avoir une discussion avec Jean Leonetti, et nous aurons une discussion, parce que quand je discute avec d'autres maires, d'ailleurs le maire de La Colle-sur-Loup, nouvellement élu, a cette réflexion. Je voyais ce matin le maire de Roquefort-les-Pins, un PLH sur le territoire qui est un espace naturel protégé comme la CASA à 50%, alors que la loi nationale c'est 25%, sous prétexte de rattraper des retards qu'on ne rattrapera jamais. Il y a quelque chose d'hérétique. Mais si toutes les autres communes jouent, 20% là, 80% là, 0 ici ou 100% ailleurs, nous avons fait la totale. C'est-à-dire 50% partout. Certains ont trouvé que j'exagérais en parlant de Marina Baie des Anges. Mais je suis désolé, j'ai des cas précis sur Marina Baie des Anges. Bien sûr, c'est que, et je vais vous expliquer comment ça se passe. Je vais vous expliquer comment ça se passe. C'est-à-dire que quand j'ai 300 mètres carrés de locaux commerciaux que je veux transformer en appartements, je me retrouve avec 4-5 appartements, le troisième doit basculer en logement social. C'est sûr que ça va favoriser l'investissement à Marina et que ceux qui y sont vont vouloir y rester. Mais, comme on me l'a dit, ah, on ne fera pas de permis de construire. Non, avec une déclaration de travaux, ça passera. Et on ne fera pas de logement social. C'est trop habile quand même. Et quelle est cette validité de passer par une déclaration de travaux au lieu de passer par un permis de construire? C'est ça que permet le plus. Donc moi je veux la clarté, et je trouve que dans l'existant, chacun est bien libre dans ce pays qui est un pays libre, de faire ce qu'il veut de son bien. Et qu'il n'y a rien qui doit le contraindre à s'obliger, sous prétexte que, à transformer ce qui est son bien en du logement social. C'est une atteinte à la propriété privée. Sûrement pour de bonnes intentions, bien sûr, hein, l'enfer est toujours pas fait de bonnes intentions, mais ce qui est pour nous attentatoire à la libre disposition de son bien, hein, me paraît devoir être mis en cause. Donc voilà pourquoi j'ai combattu effectivement ce plus, j'ai osé le dire publiquement, ce qui n'était pas si évident que ça, puisque tout le monde était bien d'accord. Certains ont voulu être solidaires du maire, et je l'ai respecté. Je veux dire simplement que je n'ai pas voulu d'éclat politique. J'ai voulu simplement que le vote, qui ne soit pas à l'unanimité, permette à cette majorité d'alerter, de faire une réflexion, parce que je savais trop bien comment médiatiquement les choses seraient utilisées, non pas pour juger sur le fond, mais uniquement sur la forme. Et je ne voulais pas, par rapport au maire en place, que je respecte, que j'ai respecté, le mettre en difficulté, même si nous avions une divergence de fond sur l'analyse de ce plus. Souffrez quand même qu'on puisse ne pas être d'accord et qu'on ne soit pas forcément dans l'allégeance permanente sous prétexte qu'on a de bonnes relations. Ben, on a le droit d'avoir une vision différente. Donc la majorité, c'était pas l'unanimité, c'était une alerte, et ça permettait ensuite de dire un certain nombre de choses sur ce que nous pensions, sur ce qui était notre façon de voir les choses. Voilà pourquoi, arrivé là où nous en sommes, il nous a paru nécessaire et utile d'abroger le plus, et non pas simplement de demander sa révision. Abroger le plus pour le remettre totalement à plat, ne pas remettre en cause les équilibres du plan local de l'habitat, bien évidemment. Hein, on est contraint par PLH sur l'ensemble de la CASA, nous allons le respecter, bien sûr, mais nous allons le répartir différemment, et notamment des opérations qui sont inscrites, comme le secteur des plans. Le secteur des plans, en pleine nature, zone inondable et agricole, 110 logements, 55 logements sociaux, sans aucun plan de circulation adapté, sans aucun plan de lutte contre les inondations. Rien n'est prévu. Il est juste prévu de faire du Lego. Je pose des cubes, je mets des gens et je dis, regardez, j'ai les chiffres qui vont bien. Ça, c'est de la gestion. Hein. Quid du reste, les équipements publics? Vous vivez comment entassés ensemble? Où sont les espaces naturels, les jardins publics? Je ne vous parle même pas des écoles, des crèches, mais simplement du vivre ensemble. Comment vit-on?
Est-ce que ça serait réservé qu'à quelques bourgeois nantis qui pondent des textes, qui eux sont dans l'habitat dispersé et qui ont mité le paysage, et qui imposent aux gens de s'entasser les uns sur les autres sans avoir de possibilité de vivre bien leur vie? Parce que c'est aussi ça, à un moment donné, et qui est posé comme question. Le quartier des Morettes. Je tiens là, je vous l'ai fait passer d'ailleurs, la lettre du Conseil général. Le Conseil général n'a jamais validé le plus de la commune. Je veux le dire, vous l'avez utilisé, normal, hein. Il a voté quoi? Pardon? C'est prononcé? Non. C'est pas prononcé? Non, pas du tout. Ah, Et non, et non. Il n'avait pas à le faire déjà pour commencer. Non, non, il n'avait pas à le faire déjà pour commencer. Le débat, la réunion à la sous-préfecture du 14 juin 2013, où je n'étais pas convié, où on a convié qu'un directeur adjoint des routes, qui a demandé un plan de circulation à la commune à 3 reprises, que la commune n'a jamais fourni, et sur lequel le Conseil général n'a jamais eu à en débattre, ni n'a émis un avis. Donc je veux le dire ici très solennellement, le procès d'intention qui m'a été fait de dire que j'étais un menteur, que j'avais accepté à travers un fonctionnaire, le plus tel qu'il était, parce que le Conseil général y avait été convié, et le Conseil général reste toujours dans l'attente, et je vous montre la lettre qui vient du 4 avril, que vous avez, que je vous ai fait passer. Nous restons dans l'attente pour l'aménagement du quartier des Morettes, déjà rappelé par un courrier du 27 août, des éléments de l'étude d'incidence de trafic que les services de votre commune doivent mener. Alors, bien évidemment, on est incapable de les mener, et on aura besoin de l'aide du Conseil général, mais quoi de plus pertinent d'ailleurs? 350 logements à minima, 760 sur le secteur des Morettes, là où vous avez 23 000 véhicules jour. Et après, on vient nous parler de la qualité de l'air, de la pollution. On fera installer d'ailleurs un appareil de mesure sur l'avenue du Docteur Lefebvre, avec RPACA, et c'est Laurent Collin qui aura géré ça, hein, nous mesurons les incidences déjà du trafic actuel. Et on verra ce que ce plus tel qu'il était pensé peut tenir par rapport aux exigences réglementaires, tant sur l'assainissement que sur la qualité de l'air et sur la circulation. Donc ce n'est pas d'être contre le plus pour être contre le plus. Bien évidemment, nous avons une obligation de loger les familles de Villeneuve, de loger aussi des familles extérieures, ça va de soi, hein, mais nous ne voulons pas les loger n'importe comment pour avoir après être dans l'incapacité de gérer tout ce qui suit derrière. Et donc, c'est ce qui vous est proposé dans la note qui vous a été donnée, en rappelant toutes les règles qui s'appliquaient pour justifier cette abrogation du plus, hein, et qui justifient que l'on y retravaille et qu'on refasse une enquête publique en la matière pour pouvoir tenir compte des avis autorisés des uns et des autres. J'en finis sur la présentation générale, je vous laisse naturellement la parole, et c'est Laurent Collin, qui par ailleurs connaît bien un peu ce dossier, hein, se fera un plaisir de vous y répondre plus précisément. Oui, merci monsieur le député maire. Bonsoir mes chers collègues, mesdames et messieurs, bonsoir. J'ai sur le fond, presque tout a été dit. Je rajouterai simplement qu'il faut être très très prudent parce que la ville change plus vite que le cœur des mortels. Et en termes d'aménagement du territoire, il faut être très prudent sur des politiques de quotas. Quel que soit le chiffre, 50, 40, on peut discuter. Le débat des chiffres, le débat technique des chiffres n'est pas toujours très intéressant. Simplement, il y avait plusieurs solutions. Il y avait une première solution, c'était de passer directement en révision. Le problème d'une révision, c'est que les délais d'études, c'est, on va dire, 2 ans, si on est rapide. Ce qui veut dire que pendant 2 ans, on applique le PLU de 2013. Et comme je disais, la ville change plus vite que le cœur des mortels, et d'ici là, on aurait déjà bien transformé notre ville. Pour mémoire, on avait acté la prescription du PLU en 2009, et on l'a fini en 2013. Donc on a mis 4 ans déjà. Donc je dis bien 2 ans, c'est vraiment si on fait rapide. Deuxièmement, je le répète, comme a dit monsieur le député maire, on n'est pas contre le logement social, mais on est là aussi pour loger les besoins des Villeneuvoises et des Villeneuvois avant tout. Et le PLU 2005 avait fait l'objet de 8 modifications, des modifications qui ont eu lieu jusqu'en 2012 d'ailleurs.
Et ces modifications avaient été faites justement pour se raccorder au PLH, au plan local de l'habitat de la CASA. Et nous sommes parfaitement en cohérence avec ce plan local de l'habitat. Il y a des secteurs identifiés, comme ça a été dit aussi, je le répète quand même. Les secteurs identifiés suffisaient pour être dans les critères du plan local de l'habitat. Il était inutile je dirais double peine, de se rajouter en plus des critères de 50% partout. Ce n'est pas de l'aménagement du territoire. Un document d'urbanisme, il est constitué d'un plan d'aménagement et de développement durable, qui dit tout dedans, en plus du rapport de présentation. Le plan d'aménagement et de développement durable dit qu'il faut aménager en fonction des équipements des secteurs. D'ailleurs, ça n'a pas échappé à M. le Préfet, qui a bien rappelé qu'en termes d'assainissement, on n'était pas dans les clous par rapport aux équipements qui existent, notamment la station de Cagnes-sur-Mer, en termes de quantité d'effluents et en termes de qualité aussi du rejet. Il y a aussi des équipements en termes routiers. Et, le Conseil général a posé la question très clairement. Je rappelle que le Conseil général apporte une contribution. Ce n'est pas un avis, c'est une contribution. La conception d'un plan local d'urbanisme est constituée par des personnes publiques associées qui se réunissent et qui donnent leur avis. Ensuite, l'État fait son contrôle de la légalité. Dans le contrôle de la légalité, l'État récupère l'ensemble des avis et des contributions pour émettre un avis global du préfet. Et cet avis global de décembre 2013 a bien évoqué le fait qu'il n'était pas conforme avec différents critères. Je ne vais pas répéter ce que dit Monsieur le député maire, notamment en termes ce qui est important, c'est le SDAGE. C'est le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, parce que là, la France doit verser à la collectivité européenne des amendes, puisqu'on n'est pas dans les critères. Bon, ce n'est pas qu'un problème de Villeneuve-Loubet, c'est un problème national. Donc c'est un texte qui s'impose au-dessus des autres. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter sur le fond. Sur la forme, je suis désolé, je suis obligé de vous présenter la délibération selon la formule habituelle. Donc, peut-être laisser d'abord le débat, et puis tu le présenteras après. Pas de problème. Puisqu'on a déjà engagé, il faut dire qu'on laisse la parole. Oui. Merci, monsieur le maire. Merci. Juste pas sur la fin, mais au début, vous m'avez fait parler, je n'avais pas encore pris la part au débat, donc voilà, puisque vous parlez que la campagne est derrière, mais vous l'avez largement ramené sur la table aujourd'hui. Alors, abrogation du PLU voté le 26 septembre, puisque c'est cela dont il s'agit, cela est-il judicieux? Alors je vais essayer d'y répondre, que ça ne soit pas judicieux bien sûr. Alors pourquoi une abrogation et non pas passer dès maintenant à la révision du PLU pour y faire des ajustements? On y gagnerait en temps, vous avez rappelé un certain nombre de délais, et vous êtes contredit, M. Collin, puisque vous avez parlé qu'en 8 ans, il y a eu 8 révisions, donc ça ne prend pas 2 ans pour faire une révision. Mais l'abrogation et un nouveau... J'ai parlé de 8 modifications. Les termes sont différents. D'accord, modification. Parce que les modifications sont permises que si on ne touche pas au plan d'aménagement et de développement durable. Vous avez tout à fait. Une révision, c'est complètement différent, il faut refaire le PLU complètement. Pardon, Et j'ai bien dit, 2 ans, c'est le délai minimum. 4 ans, c'est ce qu'on a mis pour faire celui de 2013. D'accord. Parce que vous parlez bien, s'il y a abrogation, il y aura bien donc un nouveau PLU avec une révision complète du 2005 pour l'adapter aux nouvelles réglementations et le mettre à jour. Donc c'est bien ça qui prendra du temps. Voilà. Donc je parlais et bien sûr ma langue avait fourché, ce n'était pas de révision dont je parlais, mais les modifications qu'il y avait, et on peut très bien faire des modifications sur le PLU actuel, et nous n'y sommes pas opposés. Il y aura donc un coût. Il y aura donc un coût, dépenser de l'argent pour rien, peut-être est-ce là aussi, nous verrons. Cependant, expliquez-nous comment vous allez vous y prendre pour contourner la loi sur les logements sociaux. Je vous rappelle quand même la lettre du préfet, non pas celle-ci mais une autre, qui rappelait à la précédente municipalité que la commune de Villeneuve-Loubet était loin du quota des 25% de logements sociaux attendus, puisqu'elles n'ont comptabilisé qu'à peu près 5%. C'est donc dans cet esprit que, conscient de ce déficit, la commune et un certain nombre de personnes présentes ici étaient déjà dans l'ancienne municipalité, avaient décidé de contribuer au rattrapage de celui-ci en arrêtant le PLU en ce sens. Un logement pour tous, car c'était bien dans ce sens que la commune voulait aller pour être en mesure de loger les jeunes Villeneuvois, quand ils quitteront le domicile des parents, ou d'autres, entre autres,
Comme vous, monsieur le maire, je vous rejoins. Moi, en 2001, j'étais pas du tout d'accord sur les logements et je fais partie dans cette enceinte de celui qui est monté au créneau. Parce que j'étais exactement dans la même démarche que vous en disant pourquoi nous, on serait à un moment donné en obligation de faire. Et puis, les fonctions aidant, je dirais d'avoir rencontré des personnes qui étaient à la recherche de logements, les premières réalisations qui se sont faites, les premières personnes qui sont rentrées dans ces réalisations, eh bien, j'ai changé mon avis. Et je me suis dit à un moment donné, c'est bien, continuons cette intégration intelligente, non pas déraisonnée comme je vais vous le démontrer un peu plus tard. Vous-même, vous l'avez rappelé, vous êtes bien conscient des demandes qu'il existe tous les jours au niveau de nos concitoyens d'accès à ce type de logement. Vous appelez sociaux, actifs, comme vous le dites, on l'appelle différemment en fonction de ce que l'on veut faire passer comme message. Mais sur les chiffres, vous parlez de 300 demandes à ce jour. Certes, 770 sont prévus dans le PLU, mais un PLU a une durée de vie non pas immédiate d'1 an ou de 2 ans, mais d'une dizaine d'années. Je vous rappelle que nous avons, la municipalité précédente, depuis 2002, nous avons créé 350 logements. Donc 350 logements plus les 300 restants aujourd'hui. Si nous avions construit 650 logements sur les mandats précédents, il n'y aurait pas aujourd'hui, comme vous le dites, de carence. Pas de carence, mais de carence par rapport aux demandes des attentes que l'on a actuellement dans nos cartons, si on peut appeler ça dans nos cartons, sans être péjoratif avec cette image. Cela veut dire que sur les 10 années à venir, puisque ce PLU prévoit 770, nous allons donc bien combler cette différence des 300 actuels, plus celle à venir, puisque nous aurons un certain nombre qui viendront. Certes. Concernant les pénalités, ce PLU de septembre, c'était également pour limiter l'impact des prélèvements pénalités sur les finances de la commune. Je vous rappelle la loi Duflot, je vous passerai les articles, permettant l'application de pénalités aux dépens des communes mauvais élèves, qui ne réaliseraient pas suffisamment de logements sociaux et qui pourraient, pour ces mêmes raisons, être classés par le préfet comme commune carencée. Ces prélèvements pénalités s'appliquent chaque année, et si aucune mesure n'est prise pour l'amélioration de cette carence, des majorations pourraient s'y ajouter. Il faut savoir que ce prélèvement augmente chaque année si la carence persiste et si les projets de construction de logements sociaux prévus ne sont pas suivis d'effet. Si le PLU est abrogé, vous ne pourriez stopper l'hémorragie financière occasionnée par les pénalités qui vont continuer de s'appliquer et à augmenter. Je rappelle que pour Villeneuve-Loubet, vous l'avez rappelé tout à l'heure dans le débat d'orientation budgétaire, la somme actuelle est de l'ordre de 300 000 €, un petit peu moins, par an. Les pénalités peuvent, avec le carencement, être multipliées par 5. 1,5 million par an. Soit 2 points de fiscalité communale. Quand je parle de 2 points de fiscalité communale, ça voudrait dire que 1 point, lorsqu'on augmente d'1 point la part communale des impôts locaux, à savoir taxes foncières et taxes d'habitation, c'est à peu près de l'ordre de 750 000 €. Donc 2 points font 1,5 million, qu'on paierait tous les ans en pure perte. D'ailleurs, la délibération du 15 février 2013 arrêtant le projet de PLU a réuni la majorité sur l'instauration de 50% de logements sociaux pour les nouvelles constructions, règle qui était plafonnée, ça on l'oublie, parce qu'on a quand même plafonné au niveau du PLU, la croissance en logement que la commune s'était imposée de 0,7% par an. C'est un plafond. Cette volonté est inscrite, vous l'avez rappelé, non seulement dans ce PLU, mais également dans le PLH de la CASA. J'avais mis dans mon préambule, dans mon propos, comptez-vous faire abroger aussi le PLH, mais apparemment, il n'est pas le cas. Donc il faudra bien le maintenir. Une croissance de 0,7%, et ça me permettra de répondre, ce n'est pas une volonté de bétonner la commune, à ce que je sache. Quant au recours dont vous faites état, rapidement, Texas Instruments, indifféremment des 2 documents d'urbanisme, PLU de 2005 et de 2013, la parcelle appartenant à Texas Instruments
cadastré section B numéro, est implanté en zone UZT. Vous tenez compte de leur recours, mais un recours qui n'est plus justifié aujourd'hui. En effet, depuis le vote de la loi Allure en mars dernier, les COS n'existent plus dans le PLU. Donc ce recours n'a pas vocation à justifier les motifs de votre volonté d'abroger le PLU. L'Association pour la défense du quartier des Morettes, l'ADEME. Ce recours a été déposé devant le tribunal administratif de Nice le 18 mars 2014, à la suite d'une réunion. Les 7 points invoqués qui sont le vice de procédure tiré de l'intérêt personnel du conseil municipal, rapporteur, cela reste à démontrer, l'insuffisance du rapport de présentation, il n'y a pas eu de remarque là-dessus au niveau du préfet ou autre, ou des personnes associées, le manque d'impartialité du commissaire enquêteur, l'irrégularité de la délibération tirée des modifications substantielles après l'enquête publique, sur la méconnaissance des dispositions de la loi littorale, qui a été assouplie et reprise dans le SCOT, schéma de cohérence territoriale, sur la méconnaissance des objectifs du schéma de cohérence territoriale de la CASA. Le PLU, j'ose vous rappeler que le PLU et les choix de la commune pour ce quartier devaient permettre la compatibilité du PLU avec le SCOT concernant ce quartier. Sur la méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires de lutte contre le changement climatique, et pourquoi? Je vous rappelle que lors de l'enquête publique préalable à l'approbation du PLU en septembre dernier, qui avait mis en exergue la modification numéro 8 du précédent PLU, celui de 2005, et sur lequel vous voulez revenir, cette modification, non pas revenir, mais venir, on n'y serait plus, cette modification portait sur la réalisation dans le quartier des Morettes d'une opération de renouvellement urbain visant à l'aménagement d'un quartier de mixité fonctionnelle et sociale représentant la zone UM du PLU. Je vous le rappelle, un écoquartier, ce n'est pas qu'un label, c'est une mixité au niveau des types d'appartements, c'est une mixité logement-commerce, c'est aussi une capacité d'être à côté d'un pôle multimodal. Ce n'est pas uniquement un label, un écoquartier. Cette modification a été approuvée de nouveau à l'unanimité par le conseil municipal en février 2012. Ce projet n'était donc pas nouveau. La concertation du public a donc eu lieu en son temps et le dernier PLU ne fait que transposer un projet déjà adopté en y apportant quelques petites variantes. Par ailleurs, et concernant toujours cette modification numéro 8, votre prédécesseur avait produit un certificat le 11 juillet 2012 portant attestation de non-recours qui certifiait que la délibération du 23 février 2012 relative à l'approbation du plan d'aménagement d'ensemble du quartier des Morettes, affiché en mairie le 24 février 2012, ne faisait plus l'objet d'aucun recours. Quid de celui-ci? Ce recours de l'ADEME est illégal, vu que les délais sont purgés. Donc ce recours n'a pas vocation à justifier les motifs de votre volonté d'abroger le PLU. Concernant les consorts Durand, c'est l'emplacement réservé E9, en bord de mer. Vous avez parlé tout à l'heure de la station Total, il se situe juste derrière. Le Grand Lage, pour ne pas le nommer, et le terrain à côté. Ils avaient revendiqué donc l'égalité d'un emplacement réservé sur ces parcelles destinées à recevoir un espace public paysager. Cette affaire ayant fait l'objet d'un arrêt en date du 17 juillet 2012 par la Cour d'appel de Marseille, justifiant de l'illégalité de cet emplacement réservé au motif qu'il n'était pas possible de réserver un emplacement destiné à l'usage du public dans un secteur inondable, zone rouge de surcroît. Après vérification, il s'avère que ces parcelles n'étaient pas en zone rouge du PPRI, mais en zone blanche, non soumis au PPRI, plan de prévention des risques d'inondation. La Cour d'appel de Marseille a donc annulé la délibération du 18 novembre 2005 sur la création de cet emplacement réservé. Ça n'a pas été repris sur le PLU de septembre 2013, uniquement un cheminement qui est pour rejoindre, sans passer par les escaliers, pour ceux qui connaissent, depuis la RD 1098, en passant par la station Total, et pour rejoindre le promenade de la mer. Donc ce recours n'a pas vocation à justifier les motifs de votre volonté d'abroger le PLU. Un PLU voté sans unanimité, vous prétendez que lors du vote de l'abrogation du PLU, donc il y a une petite coquille, ça je me suis permis de la reprendre dans le texte, 2 conseillers municipaux étaient absents et 7 de la majorité municipale se sont abstenus. J'avais marqué, seriez-vous devin pour l'abrogation, puisque ce n'est pas, nous n'en sommes pas encore là, nous ne sommes pas encore au vote. Donc cette affirmation n'a pas de vocation à justifier les motifs de votre volonté d'abroger le PLU. Et une question plus... Oui, facile aujourd'hui.
gaucher pour certains. Êtes-vous sûr qu'en cas d'abrogation du PLU de septembre 2013, c'est bien celui de 2005 qui deviendra actif? Si tel n'était pas le cas, le RNU, Règlement National d'Urbanisme, risque de s'appliquer. Ce serait une catastrophe. Monsieur le maire, vous avez pendant la campagne prôné la révision du PLU et non son abrogation. La révision aurait comme avantage de faire évoluer le PLU et surtout de tenir compte des nouvelles lois et règlements qui ont vu le jour depuis 2005. Notre groupe Continuons Ensemble à Villeneuve-Loubet vous demande de retirer cette délibération et j'en ai terminé pour l'instant. Merci. Sur des points précis, je verrai si Laurent Collin veut à tout prix intervenir. Je vous laisse faire votre intervention. J'ai eu l'impression par moment que j'étais plutôt dans un tribunal administratif que dans un conseil municipal, parce que je ne pense pas que nous soyons habilités à juger du recours des tiers. Ça, vous en expliquerez avec les intéressés que vous êtes amenés à rencontrer aussi comme citoyens. Moi, je ne porte pas d'avis, simplement, c'est borné de constater. Quand on dit, vu les recours, on ne dit pas que le recours est justifié ou non, on constate qu'il y a des recours. Donc vous faites déjà l'interprète de ce que devrait dire le tribunal administratif. Je trouve ça extraordinaire, comme confusion des genres. Donc nous, on sait pourquoi on veut l'abrogation, c'est parce que on sait qu'on ne pénalise pas ceux qui, entre la date du 26 septembre et la décision du conseil municipal, ont déjà eu des permis dans ce cadre-là. Et donc, la révision, par contre, les aurait spoliés, seraient revenus à la situation immédiate antérieure, et c'est pour cela que l'abrogation nous paraît plus justifiée, et en même temps, dans des délais plus courts qu'une révision. Mais chacun a le droit de voir les choses comme il l'entend. Vous nous faites un procès d'intention, il n'est pas question pour nous de discuter l'intérêt et la logique de faire du logement sur notre commune. Vous faites état des gens que vous rencontrez qui vous demandent un logement. Figurez-vous que depuis le temps que je suis élu, j'ai eu le temps de m'en rendre compte à l'évidence, mais je ne crois pas que ce soit que le logement social ou actif qui soit le créneau unique pour loger nos concitoyens aujourd'hui. Et qu'on ne leur laisse plus le choix de pouvoir se loger comme ils l'entendent. L'accession sociale à la propriété n'est pas suffisamment encouragée. Rien n'est fait en la matière. Or, on a des dispositifs qui le permettent. Et donc, pour nous, c'est d'avoir une variété d'acquisitions, de locations pour tous, et pas simplement d'être dans un entonnoir où tout le monde devrait passer. L'exemple que je vous ai donné de gens appartenant à une classe moyenne qui jamais, il y a 30 ans, n'auraient imaginé devoir faire une demande à leur commune pour se loger. Et l'exemple parfait de la perversion actuelle de la politique du logement en France depuis 30 ans. Et quand je dis de la perversion, c'est parce que le privé, par les logements vacants, et malgré les taxes qui sont mises dessus, ne libère pas le logement nécessaire. Pourquoi? Parce que on sait toutes les conditions que ça entraîne de gens qu'on expulse quand ceux qui auraient besoin de pouvoir avoir un vrai logement sont expulsés, pendant que d'autres qui devraient être expulsés, au contraire, sont des mauvais payeurs et font durer les choses. Donc des propriétaires frileux qui se bardent de garanties, qui bloquent totalement le système, et donc il n'y a pas une vision globale du logement, hein, on n'est que dans l'entonnoir du logement actif. Mais pour autant, je le répète, le plan local de l'habitat, certes, nous souhaitons qu'il soit revu, car dans le département des Alpes-Maritimes, l'intercommunalité de la CASA est la seule à avoir inscrit un PLH à 50%. Vous irez voir ce qui se passe dans la métropole. Sortez aussi un peu du bocal. Quand je discute avec Louis Nègre, qui est quand même pas trop mal placé en tant que premier vice-président de la métropole, sur Cagnes-sur-Mer, il préserve des zones résidentielles qui le restent. Il fait du logement d'actifs et personne ne peut contester que Louis Nègre ait voulu une véritable politique de logement que n'avaient pas ses prédécesseurs, mais il le fait dans des zones qui se répartissent. Or, l'objet du PLU de 2013, c'est pas de respecter le PLH, c'est d'aller plus loin que ce que lui demande le PLH. Et c'est ça que vous vous obstinez à ne pas vouloir comprendre. Et c'est d'ailleurs assez grave de ne pas comprendre ce qui est du bon sens. C'est qu'on n'est pas dans une logique de 50% à terme, mais dans une logique de 80%. C'est ça la logique. À partir du moment où j'ai mes secteurs déjà identifiés que nous ne remettrons pas en cause, et qui satisfont au PLH,
Pourquoi voulez-vous aller mettre tout le reste de la commune en mixité sociale? À quoi ça sert? Personne ne nous le demande. Et aucune commune de la Casa ne le fait. Ça devrait vous interpeller. Ça veut dire que le maire de Roquefort, le maire de La Colle, le maire de Biot, le maire d'Antibes, le maire d'Antibes, il n'a pas mis le cap d'Antibes en mixité sociale. Mais nous, on a mis Marina. C'est tout. Donc on demande que du bon sens. Mais ne nous faites pas ce procès d'intention de dire on ne voudrait pas loger, mais bien sûr qu'on veut loger. Et on est prêt à accueillir même les gens de l'extérieur. Mais attention, les petites unités qui partent avec un bailleur social, on arrive à faire des commissions qui répartissent le logement comme ça peut le faire. Mais il se passe des choses dans la vie. C'est long, 5 ans, 10 ans, 15 ans. À terme, quand quelqu'un part et qu'il est remplacé, ce n'est même plus le bailleur social qui a la maîtrise, c'est le préfet, qui impose la famille qu'on n'a pas voulu ailleurs et qu'on vous met dans le quartier. Vous irez à la closerie de vos greniers, un habitat que nous avons inauguré ensemble par mon prédécesseur, dont il était très fier et à juste titre, un ensemble de villas et en locatif pour des gens de la classe moyenne. Vous irez leur parler, puisque nous avons un agent municipal parmi eux. Une famille a été mise de fait, malgré le parloniam, qui est le bailleur, par le préfet. Ils veulent tous partir. Ils veulent s'en aller, parce que la ville leur est épouvantable. Voilà aussi des enjeux sur lesquels il est important de réfléchir avant de regarder que les statistiques. Dernier élément, quel paradoxe. Les SPRS, qui étaient le logement social par excellence, avec 80% de copropriété, 180 copropriétés sur 217, ils sont plus qu'à 15%. Alors qu'ailleurs, on va mettre 50%. C'est pas le paradoxe? Cherchez l'erreur. Juste pour vous dire qu'on est dans l'absurdité. Donc il faut raison garder. L'abrogation, pour résumer, c'est la méthode la plus rapide, concentrée, et d'après ce que nous savons, c'est effectivement le plus de 2005 qui sera opérationnel. Et puis, deuxièmement, il s'agit de respecter pour le moment le PLH. Je ne désespère pas de convaincre au sein de la CASA de revenir sur une aberration unique dans le département. Il n'y a que la CASA qui fait du PLH à 50%, aucune autre ailleurs. Or, le PLH à 50% quand on a tout l'espace naturel qui est le nôtre, ça veut dire qu'on ne construit pas 50% sur notre territoire. Notre territoire, il est contraint. D'ailleurs, nous nous interrogeons aujourd'hui de savoir si la loi SRU est bien respectée. Car la loi SRU disait que toute commune qui a plus de 50% d'espace naturel et de zones inconstructibles échappe à la loi SRU. Alors on attend aussi que l'État nous réponde là-dessus. Pourquoi il nous impose une loi que les textes devraient au contraire nous préserver? Parce que dans cette loi, on s'était dit qu'effectivement, quand une commune a beaucoup d'espaces préservés, et c'est ce qu'il y a chez nous, zone Natura 2000, plan de prévention des risques incendies, plan de prévention des risques inondables, mais là on est prêt à construire dans des zones inondables. Et quand les gens seront noyés, quand les voisins, qui sont déjà les pieds dans l'eau, le seront jusqu'à la taille, vous viendrez nous dire quoi à ce moment-là? Qu'on n'a pas pris toutes les précautions nécessaires, qu'il aurait fallu préserver ces terrains qui étaient si bien quand ils n'étaient pas construits. C'est ça les contradictions dans lesquelles nous sommes. Et je vous le dis très, très sincèrement, je souhaite que ce débat ne soit pas un débat polémique. C'est un vrai débat de fond. C'est un débat intéressant en lui-même et qui montre toutes les contradictions de notre système et de notre société d'aujourd'hui. Je ne vois pas pourquoi, sur Villeneuve-Loubet, à l'occasion du PLUC, qui est un vrai beau débat sur des enjeux, on laisse de côté un peu les idées toutes faites qu'on peut avoir, nous compris, pourquoi pas, et qu'on voit de quelle manière on préserve quand même l'identité de notre commune. Parce que moi, j'ai pas envie de voir Villeneuve-Loubet dans 15 ans ressembler à d'autres communes de notre littoral. Je voudrais pouvoir conserver cette vision des plans avec des chevaux dans la nature, avec ces espaces de pistes cyclables, d'oxygène. Hein, on ne s'est pas battu pour pouvoir mieux respirer à Villeneuve-Loubet, pour le remplacer par de la bagnole, parce que derrière chaque logement, c'est aussi 3 bagnoles, ou 2, hein, et de la circulation. Donc il faut aller plus loin que simplement la statistique. Donc l'enjeu pour nous n'est pas simplement d'être contre un plus pour être contre un plus. Ça n'a aucun sens. Nous trouvons simplement qu'il va trop loin, qu'il va au-delà de ce que la loi nationale, mais la loi locale du PLH nous demande. Voilà pourquoi nous vous demandons de l'abroger, mais j'entends bien que vous nous dites non,
que vous nous demandez de retirer cette délibération, renversant la proposition qui vous est faite. Donc vous pourrez vous opposer à cette abrogation, tout naturellement, bien évidemment. Monsieur Lindemann n'a pas eu le droit à la parole. Oui, je vais essayer d'être bref, parce que c'est vrai que c'est un vrai débat sociétal. Je veux dire, c'est clair, net et précis. C'est pour ça que parfois ça peut être passionné. Alors, je voudrais intervenir sur 3 points. Premièrement, moi je vais purger de potentieux campagne, entre guillemets, parce que je pense qu'il est tout à fait normal que moi je vais m'expliquer sur les écrits et les propos qu'on a défendus pendant la campagne, parce que je ne renie rien, je veux m'en expliquer. Et oui, mais je ne suis pas un menteur. Je vais vous expliquer pourquoi je considère que vous êtes menteur par omission. Alors je m'en explique tout de suite. Alors, premièrement, non mais attendez, vous me laissez, monsieur le maire, laissez-moi intervenir sans m'interrompre sans ça. En ce qui concerne le premier point, sur le Conseil général, moi je vous renvoie au rapport de l'enquêteur public qui a, dans son rapport, indiqué clairement quel était l'avis du Conseil général. Donc, je me suis basé sur ce document. Il s'est enquéri auprès du Conseil général pour savoir quel était son avis, et il s'est enquéri au Conseil général et régional, les deux. Le Conseil régional n'a jamais répondu, et pour le Conseil général, il y a un certain nombre... Vous verrez le rapport de l'enquêteur public. Si le rapport de l'enquêteur public ne correspond pas à la réalité, c'est l'enquêteur qu'il faut interpeller, parce qu'en tant que citoyen, c'est un document officiel sur lequel on peut considérer qu'il est crédible. Ou alors on ne sait plus comment faire, quoi. En ce qui concerne le point de la marina, alors je vais m'en expliquer. Vous avez dit qu'il y a 50% que tout nouveau, à la marina, il y aurait 50% de... Pas qu'à la marina, sur toute la côte. On est d'accord. Prenons l'exemple de la marina. On est d'accord. Le 50%, clairement, ça s'applique sur tout ce qui est nouvelle construction. Là, il n'y a pas... tel que le PLU et le PLH... Non, non, attendez, vous permettez, je m'explique, c'est 50%. Calmez-vous, écoutez un peu. Vous avez voté le PLU, alors c'est bon, vous pouvez m'écouter un peu. Vous êtes abstenu, vous n'avez pas voté contre. Ah bon, attendez, maintenant vous êtes en train de m'interrompre sur un document. Tout seul, là. Non, il y a eu des bruits, je vous en prie. Bon, alors, c'est normal, je fais de même. En ce qui concerne la marina, qu'est-ce qui peut arriver à la marina? Est-ce qu'on va faire des constructions nouvelles à la marina, dans la marina? A priori non. Maintenant, il y a tout ce qui est logement existant. Comment ça se passe avec le PLU tel qu'il est écrit aujourd'hui? S'il y a changement de destination, je dis bien s'il y a changement de destination, ça veut dire que si des logements, des surfaces sont destinées à des magasins, des bureaux, etc., si le propriétaire de ces surfaces décide de faire des appartements, là, en effet, les 50% rentrent en état. Écoutez-moi, et bien sûr, combien parce que ce qui a été dit à la marina, c'était il y aurait 50% de logements sociaux. Moi, bêtement, il y a plein de gens qui m'ont dit, mais d'ailleurs je pense qu'ils n'ont même pas voté pour moi, j'ai dit clairement, qui m'ont interpellé. Et, ouais, non, c'est sûr, oui, peut-être. Il y en a quelques-uns tout de même, malgré tout. Donc bon, c'est pas grave. Si vous savez, c'est pas grave dans la vie d'être minoritaire, il y a d'autres personnes peuvent en témoigner. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. À l'Assemblée, tout à fait. Non, vous l'avez subi aussi ailleurs. Mais... Bientôt, nous n'existons plus, on sera tranquille. Pardon? Mais bientôt les socialistes, il n'y en aura plus, on sera tranquille. C'est bon, personne ne s'exprime dans la... Moi, je prends en compte cette remarque. Vous savez, je crois que les gens oubliaient ce que c'est que la République française. Quand vous croyez que les partis ou les commandes disparaissent comme ça de la vie. C'est vous les premiers qui vous oubliez. Je demande au public d'être silencieux, sinon je suis obligé de faire évacuer. Donc, je demande de respecter les à la marina, peu ou prou, avec les changements de destination qui sont possibles, je pense que si on arrivait à 10 ou 15 logements dédiés au social dans 7-8 ans, c'est bien le bout du monde. C'est bien le bout du monde. Ça veut donc dire que sur, je crois qu'il y a combien de logements à la marina? 3000, non, de 1500. 1500, excusez-moi, oui, c'est le quartier. 1500. Ça veut dire que avec le PLU, c'est 1500 logements, et à tout casser, excusez d'être direct, ce serait 15 ou 20 logements sociaux. Donc, expliquer ça, c'est une vision des choses. Expliquer qu'il y aura 50% de logements sociaux à la marina, c'est dire les choses un peu autrement. Voilà. C'est pour ça qu'on s'est permis
et je réaffirme ce qu'on a écrit, de dire que vous étiez un menteur par omission, de ne pas indiquer que c'était uniquement quand il y avait des changements de destination que les logements sociaux, et de dire aux gens que finalement, ce serait sur 15 000, sur 1500, pardon, j'exagère tout de même, ce serait 10 à 15 logements sociaux. Et moi, ça ne me choquerait pas de voir 10 à 15 logements sociaux occupés par des personnes âgées, parce que je pense que le cadre de la marina est totalement dédié, peut-être totalement dédié à des personnes âgées, parce qu'il y a toutes les commodités de proximité qui sont là. En ce qui concerne les Maurel, on s'est clairement exprimé sur le sujet. Je considère que le PLU tel qu'il existe aujourd'hui a en effet surchargé les Maurel, et c'est intenable, ça n'est pas possible d'accepter une telle ou telle chose. On l'a clairement dit, et là-dessus, on se rejoint. En ce qui concerne, deux remarques rapidement, je vais accélérer, sur le SRU. Bon, j'ai bien entendu ce que vous avez dit, mais, et le PLH. Mais le problème, c'est que, en effet, vous dites qu'il ne faut pas qu'il y ait 50% systématiquement partout. À la limite, très sincèrement, c'est tout à fait discutable, en effet. Mais le problème, tout de même, c'est que s'il n'y a pas 50% à Villeneuve-Loubet, s'il n'y a pas 50% à Roquefort-les-Pins, s'il n'y a pas 50% à la Colle, s'il n'y a pas 50% à Antibes, parce qu'en effet, ce n'est pas 50% pour tout le monde, où c'est qu'on va mettre les 50% de global? Où on va les mettre? Alors il faut dire clairement, attendez, je suis désolé, on risque de concentrer, on risque de faire des concentrations de logements sociaux dans des endroits, et on sait ce que ça donne après. On sait que la concentration amène à créer des zones, comme on les connaît aujourd'hui, qui sont totalement ingérables. Et là-dessus, je pense que tous les partis politiques portent une responsabilité sur comment on a construit et organisé l'habitat en France ces 30-40 dernières années. Voilà. Donc, moi je pense que la loi SRU, en effet, elle peut être permissive, mais elle a aussi raison, sa raison d'être est totalement fondée, et en effet, c'est l'intelligence de l'appliquer, en ayant tout de même, c'est l'intelligence de l'appliquer, mais en considérant que c'est normal, c'est tout à fait normal que ce soit quantifié. Si c'est pas quantifié d'une certaine manière, il n'y aura jamais la volonté de bousculer des a priori, parce que les lois de la République, elles sont faites aussi pour ça. Et vous, en tant que député de la République, et je crois que vous êtes attaché aux valeurs de la République, vous devez comprendre que parfois, la loi, elle est contraignante. Parce que s'il n'y a pas de contrainte, nous, en tant qu'individus, on a des réflexes parfois qui sont, j'allais dire, fondés, mais qui font qu'on oublie parfois, et c'est naturel, le fait que la communauté a besoin tout de même d'un certain nombre de réalisations. Et c'est pour ça que la loi SRU est difficile à faire appliquer. Parce que cette espèce d'esprit républicain qui fait que des gens qui notamment sur la Côte d'Azur, ont des petits moyens, peuvent tout de même, entre guillemets, profiter d'un logement et d'un cadre de vie correct. Je pense que ça, c'est tout de même essentiel. Je vais accélérer sur les trois points. En ce qui concerne maintenant le chiffrage. Moi, je vais parler franchement. Vous avez un projet de PLU, parce que vous le savez, vous avez la majorité, et je pense que vous vous sentez, et vous êtes élu pour ça, même si en effet vous n'avez jamais dit clairement que vous allez l'approcher. Mais qu'importe, je pense que c'est qu'un détail. Vous êtes dans l'esprit, vous êtes, excusez-moi. S'il y en a un qui a mis le débat sur le plus, c'est moi. Tout à fait. Je pense qu'on était aussi bien présent sur le PLU. En ce qui concerne maintenant le PLU, la finalité, in fine, en ce qui concerne le logement, parce que le PLU c'est pas que le logement, mais c'est tout important, le dossier logement est très important dans le PLU. Il y a 11 000 logements à Villeneuve-Loubet. Il y en a 7 000 qui sont des résidences principales, 4 000 qui sont à peu près des résidences secondaires. Il y a, alors première question, est-ce que vous avez pour objectif, alors vous allez me dire il y a le débat qui s'ouvre, mais tout de même vous pouvez peut-être nous donner quelques indications pour que le débat soit sain, pour qu'on arrive vraiment à savoir quelle est la finalité de cette abrogation. De voter une abrogation sans connaître la finalité, à part dire non je ne suis pas d'accord avec ce qui existe, ce qui est important c'est de savoir qu'est-ce qui sera, quels sont les vrais repères de demain. Les vrais repères de demain, c'est est-ce que vous considérez qu'il faut construire 1300 logements dans les 10 années qui viennent? 1341 logements. 11, pardon. 1311 logements. Est-ce que vous considérez, sans appliquer le critère de 50%, est-ce qu'au global de la ville, vous considérez alors, évidemment, les autres questions dépendent de la réponse que vous faites à la première. Est-ce que vous considérez que 770 logements sociaux seront construits mais sans respecter une règle de 50% en considérant qu'il y a des épis, alors 20, 80, 0, 100, qu'importe. Est-ce que vous considérez que cette cible de 770 logements sociaux est une cible qui sera conservée? Voilà, c'est des questions essentielles parce que c'est la finalité du vote, quoi, je veux dire. Parce que pour moi, c'est ça qui m'intéresse. Non, je vais le faire.
D'abord, je vous remercie de poser des questions au-delà des divergences que nous pouvons avoir, et puis des interprétations, parce que chacun a sa logique, mais sur lequel on n'est pas forcément toujours opposé. Et c'est pour ça que je dis que c'est un vrai débat de fond, et que la politique du logement doit être vue de manière globale et pas exclusivement là-dessus. L'abrogation du plus sera pour nous l'occasion d'afficher une volonté politique d'une diversification du logement sur la commune. On n'est pas obligé, quand on a des revenus modestes, d'en passer par un bailleur social. On peut se loger aussi dans le privé. Donc comment on fait pour inciter le privé à mettre sur le marché un logement avec des loyers modérés? Dans le projet immobilier dont je vous parle, sur l'entrée de Texas, je ne veux pas de bailleur social sur la commune. Et la loi Duflot va me permettre, parce qu'il n'y a pas que des mauvaises choses dans la loi Duflot, dans la loi Duflot va me permettre de dire à un propriétaire, vous construisez la villa, vous êtes exonéré de 18% de fiscalité, à condition que pendant 9 ans, vous mettez votre villa en location pour permettre à une famille modeste que nous vous proposerons d'abord sur notre fichier général, et ensuite, bien sûr, on ne peut pas vous empêcher de trouver quelqu'un d'autre qui vous satisfasse mieux, mais nous voulons cette responsabilité individuelle et non pas collective. Quand on discute avec les bailleurs sociaux, à qui on impose justement cette mixité aberrante de 50% partout, ils vous le disent, on ne peut pas gérer 12 logements par-ci, 8 par-là. Donc c'est pas du tout géré. Une fois qu'on a casé les familles là-dedans, c'est terminé. Or, ils se donnent du mal pour être en cohérence. Le logis familial, pensez donc, j'ai passé toute l'année à discuter avec les bailleurs sociaux, parce que je ne me permets pas d'arriver en débarquant, tiens, je découvre l'eau chaude et puis je vous propose ça. Et on a travaillé sur le quartier des Morettes avec eux également. Le logis familial me dit, ah, on va avoir un gardien. Je me dis, bonne nouvelle, parce que le gardien c'est important, c'est l'homme de proximité, etc. Mais ça sera sur les 3 ensembles, dont le Clotérol. Je ne vous dis pas la cohérence pour arriver à gérer du Clotérol au Morettes, et puis je ne sais plus quoi d'autre au milieu. C'est déjà un premier pas, c'est bien. Mais eux-mêmes ne sont pas favorables à ce que sur des petites unités, ça soit du locatif sous leur contrôle. Donc voilà une autre piste, en utilisant les derniers textes qui sont sortis, de la même manière que la loi Duflot préserve des espaces agricoles ou inondables. Bonne nouvelle, en disant simplement, si là vous ne faites pas, il faut que vous fassiez ailleurs. Donc j'entends bien ce que vous dites. Et c'est le principe de cette abrogation, c'est d'arrêter, je ne sais pas dans quelle langue je vais pouvoir arriver à me faire comprendre, il ne s'agit pas d'enlever les secteurs qui ont été identifiés, à part un qui me paraît préoccupant, qui est le secteur des plantes, puisque zone inondable et zone agricole, plus des gens qui ne veulent absolument pas vendre leurs biens, donc qu'on devrait exproprier, excusez-nous. Hein. Donc là, il y a une vraie réflexion sur ce secteur. De la même manière, n'est pas mentionné dans les 9 secteurs un petit truc qui vient nous sortir comme une verrue, là, le 25 février, un permis donné le 25 février, de 34 logements, 100% social pour la société d'économie mixte d'Antibes, qui s'ajoute à l'écoquartier, aux 300, qui rentre là-dedans, mais qui n'est pas identifié dans votre tableau. Et là, c'est du 100%. Un espace, un jardin, un petit poumon vert, juste en face de... Je vous ai croisé quand vous étiez en campagne, hein, et je venais faire les photos, là, justement, hein, de cet espace de verdure, 9 oliviers, dont un, paraît-il, remarquable. Qu'est-ce qu'on a besoin de refoutre 34 logements de plus sur les 350 autres programmés juste à côté? Est-ce qu'on va vivre? Est-ce qu'on va préserver un cadre face à une école, face à un espace culturel où on pourrait imaginer au départ, moi j'étais parti sur l'idée qu'on laisse partir l'immeuble et on met des petits commerces de proximité, parce qu'il n'y a pas de petits commerces de proximité hein, dans ce qui est prévu, hein, je suis désolé, hein. Il y a des grandes entreprises, des machins, l'hôtel, le restaurant, mais il n'y a pas de petits commerces de proximité dont pourrait avoir besoin le quartier. Mais quand j'ai vu l'espace lui-même, je me suis dit, mais là, c'est pour les mamans, c'est pour les gens qui voilà. Donc, on essaye avec Jean Leonetti de revenir sur ça, comment on trouve la compensation pour la SACEMA. Hein. Et la SACEMA, c'est la Société d'économie mixte d'Antibes. Je pense qu'ils vont d'abord loger les leurs plutôt que de loger les nôtres, hein, dans les 34, me semble-t-il. Mais là, c'est 100%, en plus des 9 quartiers, des 1311, dont 770.
Donc l'enjeu du plus, c'est pas simplement de dire « Ah, on remet en cause les 9 secteurs ». Moi, je pense que les 9 secteurs moins 1 des plans, à voir où on le recadre ailleurs pour rester sur ce qui nous a été validé par le préfet et le PLH de 1311 et 770 pour les 10 ans à venir, banco. Mais rien d'autre ailleurs. Rien d'autre ailleurs. Or là, partout où on se tourne sur la commune, tac, t'as un projet qui dépasse 2, le troisième il est en logement social. C'est impossible. Le projet Bel Air, vous l'avez identifié nulle part. Si je vous en parle pas, vous ne le connaissez pas. Et oui, ben le projet Bel Air, c'est 24 villas, dont 12 en logement social. Pourquoi faire? Avec un bailleur social. Moi je vous dis non. Admettons le logement, puisqu'il faut bien loger les gens, et puis des villas pas forcément de luxe, pour permettre à des bourses moyennes, mais qui ont envie d'investir, qui veulent, on va leur demander en plus des bâtiments basse consommation, pour que les gens accédant à la propriété aient le droit au prêt à taux zéro, puisqu'il ne reste que le prêt à taux zéro. Moi je souhaite que la CASA, et Jean Leonetti est plutôt d'accord, enfin aide l'accession à la propriété. Donc ça sera nouveau, Nice le fait, aide à la propriété, nous on ne le fait pas pour le moment. Donc on peut le faire, et à ce moment-là on diversifie l'offre de logement. Et dans les petites unités, c'est le propriétaire qui directement a son locataire sur 9 ans, il s'est engagé, c'est un loyer modéré, et des gens modestes bénéficient d'une vie en villa, et voilà. Donc c'est vraiment tout ça qu'on veut mettre sur plat. Il n'est pas question pour nous, je vous le dis très clairement, de mettre en l'air le plus pour dire on ne logera pas et on refusera, etc. Non, mais on veut le faire avec la mesure qui sied, en respectant quand même quelques règles, un plan de circulation, une qualité de l'air, les inondations, s'éviter quand même des catastrophes, en discutant avec le préfet, mais les 9 secteurs tels qu'ils sont identifiés, et sur le secteur des Morettes, et en accord, en discutant avec l'association, au lieu de faire du R+5 devant le nez, même rabaisser à R+3,2, nous on va le descendre à R+2, pour permettre à des gens qui n'avaient qu'une vue que sur des bâtiments industriels médiocres, de se retrouver non pas avec une barre de béton, mais avec un ensemble qui est tout à fait acceptable, à l'identique de ce qu'eux-mêmes sont, mais qui permettent de le vivre ensemble. Le jardin qui était prévu que pour eux, on va le faire extérieur, pour que ce jardin public soit un vrai jardin d'enfants pour tout le quartier. Donc c'est ce travail-là qu'on va faire. Et pour finir sur les Morettes, il n'y avait aucun projet d'énergie renouvelable sur le projet. Or, nous sommes en train de travailler avec EDF pour un projet d'énergie marine qui sera tout à fait innovant dans le département des Alpes-Maritimes pour qu'on ait vraiment une qualité jusqu'au bout pour permettre, dans cet ensemble où il y aura de la propriété, de l'accession sociale à la propriété et du locatif, d'être logé à la même enseigne. Dernier élément, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a beaucoup de seniors modestes, de veuves, qui perdent et qui sont, et ce qu'a fait mon prédécesseur, qu'il a inscrit, nous le développerons, les 85 logements de seniors modestes, nous allons le poursuivre, parce que ça sera une autre façon de tenir les objectifs du logement social, dans une population vieillissante, mais souvent paupérisée par les hasards de la vie, le décès d'un conjoint, et donc c'est tout ceci que l'on veut faire, mais il ne s'agit pas de dynamiter quelque chose pour le plaisir, c'est quelque chose de beaucoup plus sérieux que l'avenir d'une commune, et de notre part, nous sommes comptables, parce que nous y vivons, comme vous, comme nous tous, de ce que nous pourrons dire aux Villeneuvois dans 5 ans ou dans 10 ans. Ne pas avoir honte de ce que nous aurons laissé partir sans nous en rendre compte. Je ne fais pas de procès d'intention à mon prédécesseur ou à l'équipe précédente. Je pense qu'ils ont été subjugués par l'objectif à court terme de l'arithmétique pure et dure, que je comprends, c'est une pression, on vous dit les pénalités, les machins. On doit payer des impôts pour ça, chiche, on les paiera, pour préserver notre cadre de vie. Et s'il le faut, on fera voter les Villeneuvois là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez? Du logement social à fond la caisse, ou vous préférez 2 points de fiscalité que vous n'aurez pas d'ailleurs? Parce qu'il y a un plafond, hein, je vous signale, dans la loi, heureusement, hein, donc c'est pas exponentiel. Dieu merci quand même, hein, parce que sinon ça serait infernal. Hein, donc, mais chiche, quoi, je veux dire, hein, parce qu'il faut pouvoir encore vivre ensemble comme on le souhaite. Vous avez fait campagne en disant que vous étiez très attentif à l'identité de Villeneuve, ben vous devriez vous le rappeler en regardant le plus tel qu'il est inscrit aujourd'hui. Je vous le dis. Hein, et je vous le dis sérieusement et pas en polémiquant. Hein, il faut qu'on regarde à 10-15 ans ce que ça peut devenir Villeneuve et comment ça transforme, et notamment dans ce quartier des Morettes qui
qui va exploser, quoi, je veux dire. C'était pas la peine de récupérer des espaces par rapport à une activité industrielle qui était tout et n'importe quoi à une époque. Je vous signale qu'on a travaillé à l'époque pour rationaliser, avoir des espaces nouveaux, neufs, des sociétés, des enseignes. C'est pas arrivé par hasard. Et donc il faut qu'il y ait une vie ensemble dans ce quartier qui profite à tous et avec une priorité pour les équipements publics. Faire l'école maternelle nécessaire au lieu d'envoyer tout le monde sur Anthony Fabre. Il n'y a pas de nécessité, je vous le dis, de collège a priori dans ce secteur, parce que le collège qu'on a là, il a de l'espace largement, puisqu'ils sont à 580 élèves et on a une marge jusqu'à 750, donc on n'est pas dans cet élément. Mais moi, ce qui m'intéresse dans les quartiers, c'est le jeu de boules, c'est le jardin public où on se retrouve ensemble, c'est le jardin d'enfants, le microsite pour les ados. Qu'est-ce qu'on fait des ados ? C'est bien gentil, ils sont pas à la maison, ils sont dehors. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc il faut prévoir tous ces espaces-là, et pour prévoir ces espaces-là, on ne peut pas à chaque fois avoir l'oukase de l'établissement public foncier régional qui rachète le terrain légitimement, et c'est son job. Et puis nous, tac, je te fais 50% quand c'est pas 100%. Je vous assure que l'opération sur l'avenue des Cavaliers, quand on regarde ce terrain et qu'on se dit qu'on va sortir en contrebas de la route en plus, bonjour pour le premier niveau, hein. 34 logements, 100% de logements sociaux, qui s'ajoutent au tableau que vous avez. Donc voilà, c'est cela l'idée. L'abrogation, c'est pas la terre brûlée, c'est remettre en perspective, préserver et trouver des formes variées que la loi et la loi du flot actuelle me satisfait beaucoup plus, malgré que le COS libre, hein, entre nous soit dit, quand vous me parlez de RNU, hein, la loi du flot, c'est du RNU qui ne dit pas son nom, hein. Et le règlement national d'urbanisme, pour tout le monde, hein, c'est quand on est libre de tous faire ce qu'on veut, sauf que la commune a quand même son mot à dire. Hein. Moi, j'ai été en RNU pendant 5 ans, il n'y a pas eu de dégâts sur la commune, hein, je suis désolé. Et au contraire, ça nous laisse beaucoup plus de marge de manœuvre que des contraintes absurdes. Et je veux le dire, on a un emplacement réservé sur le camping des Morettes. Pourquoi faire? Le gars, il vit, il exploite, il a besoin de travailler, il a un emplacement réservé sur son... Le jour où il n'est plus là, on peut se poser la question de ce qu'on en fait, mais je préfère au camping des Morettes un jardin public que de m'y faire 150 logements sous prétexte qu'ils sont sociaux. Bah, c'est tout, hein. Je veux dire, c'est des choix, c'est des perspectives. Hein. Nous-mêmes, si nous avons choisi d'être à Villeneuve-Loubet, c'est parce qu'elle était différente des autres communes du littoral, moins bétonnées, plus d'espace naturel. Pourquoi refuserions-nous à ceux d'après ce que nous avons vous-même privilégié quand nous sommes venus ici? C'est tout l'enjeu de ce film. Madame Sayac, pardon, et Monsieur Jovérance. Oui, pardon, excusez-moi. Donc j'ai bien entendu tout ce que vous avez dit. Si je résume un petit peu tout ce que vous avez dit, vous gardez les 9 secteurs. Moins 1 peut-être sur le secteur des plans. Hein. D'accord, donc voilà. 8 secteurs, plus vous favorisez donc l'accès à la propriété pour une certaine catégorie de la population. Donc il y a d'autres prêts qui sont mis en place, il n'y a pas que le 0%. Ça, je trouve ça très bien. Moi, par rapport au fait que vous abrogez, on est d'accord, hein, vous abrogez le flux, donc ça a des conséquences financières, de toute manière, autant l'abrogation que la révision, on est bien d'accord, ça a des conséquences financières, non? Je pose la question. Hein. Je vous laisse terminer ou je vous réponds de suite là-dessus? Juste l'abrogation, c'est une formalité administrative. Ce soir, en acte, le fait d'abroger. Le rapport qui est dedans est suffisant. Il n'y a pas besoin de prendre un bureau d'études. Lorsqu'on mettra en révision le PLU, donc on mettra en révision, c'est l'acte d'urbanisme précédent qui s'applique, celui de 2005. Lorsqu'on le mettra en révision, il faudra prendre un bureau d'études. Donc voilà, je me suis peut-être mal exprimé tout à l'heure. L'abrogation, c'est pour éviter d'appliquer longuement le PLU de 2013. Pour tous les faits qu'on a évoqués là depuis un petit moment. Voilà. Donc si on passe par l'abrogation, le délai c'est, on va dire, allez, 6 mois. 6 mois, il y a l'enquête publique, il y a les avis des personnes publiques associées, il y a la procédure sur la forme qui est la procédure classique d'une mise en révision, d'élaboration d'un PLU, sauf qu'on est juste sur la fin, quoi. Et une fois que ça c'est acté, on va approuver l'abrogation, il faudra approuver l'abrogation, et en même temps se lancer dans la révision du PLU. Donc ça n'a aucun coût. Ça n'a aucun coût, c'est 4 feuilles de papier pour présenter le rapport aux personnes publiques associées. D'accord, ok. Alors vous avez répondu à ma question, c'était ça que je voulais. C'est Jobert.
Oui, bonjour à tous, hein. C'est la première fois que je m'exprime, donc c'est un événement. Oui, monsieur le maire, bon, Non, l'événement, c'est que vous n'ayez pas pris la parole. non, mais j'écoute, j'apprends. Alors, je suis quand même, je suis surpris, parce que bon, moi personnellement, j'aurais pas fait une abrogation, mais bon, je pense qu'une modification, ça aurait été plus malin, on va dire. Vous vous demandez aujourd'hui, enfin, quand vous demandez de lancer une procédure d'abrogation, et non pas une abrogation. Dans cette procédure d'abrogation, il y a un délai, c'est-à-dire il y a une enquête publique, le préfet il va répondre, enfin, ça va prendre du temps. Donc déjà sur la commune, 6 mois. oui, au moins. Parce que pendant ces 6 mois, comment la commune, c'est une question, hein, comment la commune elle va être dirigée à ce niveau-là? Est-ce qu'on va être sur le PLU actuel? C'est ce que je crois comprendre. Après, donc, vous dites, vous allez passer sur le PLU 2005. Mais toutes les modifications qui ont été faites, elles sont intégrées dans ce PLU 2005. C'est-à-dire que tout ce qui a été décidé sur les morettes, des problèmes d'assainissement, comme vous avez dit tout à l'heure, problèmes routiers, ça reste tout le temps. On n'a pas réglé le problème du tout. Donc, alors, je finis, après vous répondre. Ça va être très court. Donc, si vous voulez, bon, pour moi, je suis un peu ça. C'est pour ça que je vous pose cette question, ça m'inquiète un peu. Et c'est vrai que le problème d'assainissement, c'est un gros problème. Mais c'est marrant parce qu'on se rend compte qu'ici, à Villeneuve, quand je vois qu'on construit des polygones à côté et qu'on fait absolument rien, je crois que le problème, c'est multiplié par 10 ce polygone. Et le préfet, j'espère qu'il en a tenu compte, à monsieur le maire de Cannes-sur-Mer. Maintenant, je voudrais être sûr qu'on retombe bien sur le PLU 2005. Parce que, mine de rien, si j'ai bien compris, quand on a promulgué le PLU 2013, on a abrogé celui de 2005. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas suffisamment vérifié ces points, mais il ne faudrait pas qu'on retombe sur le règlement national d'urbanisme, parce que si ça serait le cas, alors là on aurait des problèmes, parce qu'on aurait pas mal d'endroits de la commune qui ne seraient pas protégés. Et aujourd'hui, avec les grands projets nationaux, projets d'intérêt généraux qui arrivent, on aurait des zones de la commune où on aurait des gros risques, avec toutes les zones, tous les terrains naturels qu'on a et qui sont justement... Qui sont protégés par eux-mêmes. Hein. Oui, mais attention, regardez de plus près, le PLU protégeait quand même d'une manière beaucoup plus importante. Voilà, je vous garantis. Non, franchement non. Ouais, je laisse sur le plan plus technique, mais bon, l'abrogation c'est fait justement pour gagner du temps. C'est fait aussi pour ne pas spolier ceux qui ont déjà eu des autorisations aujourd'hui. On en a 2 à la marge, donc en 6 mois, il n'y a pas eu de... Le plus concerne des choses très spécifiques. Sur le reste, dans l'existant, dans les échanges qui sont faits, dans les constructions, on n'a pas besoin de plus, hein, je veux dire, c'est sur les zones identifiées, sur les constructions de mixité sociale, etc. Donc, en principe, sur tout ce qu'on a pris comme renseignement juridique quand même, nous aussi on fait travailler des cabinets spécialisés à la matière, on revient sur le plus de 2005, mais oserais-je vous dire, pour l'avoir vécu en 94, parce que moi quand j'ai été élu en 95, un particulier avait réussi à mettre en l'air le PLOS, comme on l'appelait à l'époque, le plan d'occupation des sols. Et donc, on a travaillé tout le mandat à s'enquiquiner à faire un plan d'occupation des sols, à diligenter un cabinet, etc. Et on a passé 6 ans en RNU. Je veux dire, le RNU ne dit pas que vous faites tout et n'importe quoi. Il y a un règlement qui s'applique. Et la volonté politique municipale s'y applique également. Pendant le même temps où on travaillerait à l'élaboration du plus futur. Donc il ne faut pas laisser croire que le RNU c'est je fais tout et n'importe quoi. Et je le dis, la loi Duflot en supprimant tout COS, c'est du RNU qui ne dit pas son nom. Et je veux dire, c'est une vraie préoccupation indépendamment de tout ce que l'on dit. Et c'est pas parce que la loi Duflot permet d'évacuer tout le problème de COS qu'on va laisser faire tout et n'importe quoi sur notre commune non plus. Parce que je refuse un permis, j'ai refusé, avec l'aide de Maître Assou d'ailleurs, j'ai bloqué pendant 3 ans un permis déjà sur le secteur des Morettes de 350-400 logements à l'époque, hein, jusqu'au moment où on a dû capituler et on a trouvé un investisseur privé pour faire une opération de bureau à la place du logement. Mais déjà l'État avait dans la tête de nous faire du logement à tout crin dans ce secteur-là. Mais ça ne s'est pas fait. On a trouvé des éléments juridiques pour empêcher d'avoir ce qui aurait été déjà
outrancier à l'époque. Donc on n'est pas démunis, quoi. Je veux dire, le RNE, ça ne veut pas dire qu'on est les mains liées dans le dos et qu'on peut faire tout ce que l'on veut. Monsieur le maire, je pensais plutôt à tous les espaces verts qui n'ont pas été protégés, je pense, vous le savez très bien, cette décharge de la glacière. Et aujourd'hui, on a la nouvelle ligne ferroviaire qui risque d'arriver. Donc c'est pour ça que je dis tout simplement qu'il faut s'assurer que sur ces espaces verts, on ait toujours des protections. D'accord, on est bien d'accord. Merci. Bon, plus précisément, sur le risque en principe du PLU qui s'applique. Plus précisément, c'est le document antérieur qui s'applique lorsqu'un document est abrogé, ça c'est les règles du code de l'urbanisme, c'est très clair là-dessus. Je comprends qu'on peut avoir l'impression de perdre du temps en passant par une abrogation pour ne pas passer directement par une révision. Je répète, notre objectif c'est d'appliquer le moins longtemps possible, pour les différentes raisons évoquées, je le répète, le PLU de 2013. Et c'est la seule manœuvre qui nous permet de faire comme ça, c'est de revenir au document de 2005 qui était un bon document. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi on l'a mis en révision dès 2009. Un document, tout à l'heure ça a été dit, un document il est là pour 10 ans. Il était mis en révision dès 2009 pour aboutir à celui de 2013. Donc et on avait fait des modifications également pour le PLH. Donc les secteurs identifiés suffisent. De revenir au PLU 2005, c'est pas, il n'y a rien de... Il n'y a pas de risque d'un point de vue aménagement du territoire là-dessus, sur les espaces protégés, les espaces naturels. La loi Dufaux a renforcé, elle est en deux parties, elle a renforcé énormément la protection des espaces naturels et des espaces agricoles. Par contre, tous les endroits où c'est urbanisable, c'est du béton, du béton, du béton. Et c'est là où il faudra être très prudent et bien travailler avec le bureau d'études, vous pourrez compter sur moi pour les coller au pied. Là-dessus, Par exemple, le quartier des navigateurs, au lieu d'être à R+2, on pourrait le voir à R+10. Voilà. Au hasard. Tout à fait. La Villa Giraud à Marina, c'est un emplacement qui est en zone U. Vous pouvez avoir une tour dessus, avec la même hauteur que les marinas. Et là, 50%, vous faites 300 logements, 150 sociaux. L'objectif, je répète, c'est d'appliquer le moins longtemps possible le PLU de 2013, de revenir au PLU de 2005. Ça donne l'impression, on fait peut-être un pas en arrière, mais c'est pour en faire 3 pas en avant par la suite. Monsieur l'adjoint, j'ai compris votre message. Sauf que je vous dis qu'il faut, c'est un abus de langage quand on dit PLU 2005, parce que vous avez eu des modifications, il y en a eu 8 si je ne me trompe pas, et on est sur un PLU en fin de compte 2012. Avec des modifications. Il faut intégrer toutes ces modifications, et vous vous rendez compte que, et là vous avez raison, monsieur le maire, le gros problème, c'est que ce qu'on a rajouté, c'est ces fameux 50%. J'en ai discuté à la CASA hier, parce que c'est vrai que ce PLH à Villeneuve-Loubet, on a été au-delà, c'est ça l'erreur, mais est-ce qu'une simple modification, ça ne serait pas plus rapide justement pour aller dans votre sens? Ah mais vous avez raison, oui, on peut dire on est dans un PLU 2012. Mais la grosse différence, c'est les 50% qui ont été rajoutés dans le PLU de 2013. Voilà. C'est là la grosse différence. Honnêtement, ce n'est pas un problème politique. Hein. On a consulté les juristes qui nous disent que la meilleure façon de faire, c'est l'abrogation. Enfin, alors le mot peut peut-être déranger, parce que l'abrogation, ça veut dire qu'on supprime tout et qu'on ne fait plus rien. Mais au départ, nous, c'est pour ça que je parle de révision précédemment, dans la campagne, je parle de révision, parce que pour moi, ça me paraît logique de ne pas tout mettre en l'air. Voilà, donc révision est logique, mais ce sont les juristes qui nous disent non, il faut l'abroger pour pouvoir le refaire en partant de ce qui existe ensuite. Donc je ne suis pas plus royaliste que le roi, moi. Bien. De notre côté, moi je me suis aussi renseigné, on parle de modification. Bon. Écoutez, je vais rester sur l'idée de la délibération qu'on a faite, parce qu'on ne veut pas perdre de temps là-dessus. Si d'aventure les observations qui sont faites nous persuadaient de l'inverse, je serai le premier à vous refaire une autre délibération. Est-ce que vous avez prévu de réunir la commission d'urbanisme? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, elle sera habilitée à discuter. On aurait pu en discuter. On aurait pu, mais on est pressé parce qu'on veut tenir les engagements qu'on a pris. Ok, merci. On est pressé à double titre puisque les commissions étaient montées il y a une semaine. Donc il faut quand même qu'on se mette en place. C'est un peu compliqué, mais monsieur Jover, on se connaît suffisamment, vous pouvez compter sur moi pour mettre en place une commission d'urbanisme suffisamment élaborée pour qu'on puisse parler du PLU plutôt que du permis de construire, de la piscine ou de l'extension de la véranda du coin. Parce qu'il y a des choses à regarder sur les petites demandes de permis, mais la discussion et le débat, devant qui que ce soit, quelque assemblée que ce soit, je suis prêt à en débattre sur ce PLU. On a nos idées aussi, elles ne sont pas forcément toutes bonnes, mais l'orientation qu'on veut donner ce soir, c'est
c'est de montrer qu'on veut travailler sur un futur document d'urbanisme bien élaboré, bien travaillé avec le bureau d'études, et voilà. Je le répète, c'est un petit pas en arrière pour faire beaucoup de pas en avant pour l'avenir des Villeneuvoises et des Villeneuvois. En fait, la délibération, on pourrait dire, sur une autre formule, on pourrait dire, est-ce que vous êtes d'accord de bétonner pour faire des quotas pendant 2 ans, ou alors de l'appliquer pendant 6 mois pour refaire un document, de toute façon, qui sera bien, et on va se référer au document de 2005 ou de 2012, comme vous dites, qui est correct. Voilà, si vous voulez, je relis pas tout le fond. Merci. Je relis juste ces 2 articles avant de passer au vote. Attendez, monsieur le titre demande la parole. Oui, juste, monsieur le maire, quand même, rapidement. Par rapport au recours, tout à l'heure, je n'avais pas vocation, et vous l'avez repris, à juger ou à faire un jugement. Hein. C'était uniquement attirer l'attention, puisque vous les avez mis en rapport avec l'abrogation du PLU. Voilà. Non, mais je me permettais quand même, et je ne me suis pas permis de faire, hein, parce que j'ai uniquement, c'est des remarques. Concernant l'écoquartier des Morettes, vous le savez pertinemment, nous avons au niveau, quand je parle, c'est la commune, hein, à toute la capacité, puisqu'elle est non pas propriétaire directement, mais indirectement via le PFR PACA, à avoir toute latitude, bien sûr, toute latitude pour ne remettre, puisque c'est contractuel, c'est-à-dire que le terrain est remis par le PFR PACA à un éventuel bailleur, promoteur et au groupe de promoteurs, que sur accord de la commune. Donc nous avions, et vous avez donc, hein, quand je dis nous, c'est l'ancienne majorité, pardon, toute latitude là-dessus pour pouvoir donner et dire d'être d'accord que sur un certain programme et une certaine capacité à faire dans ce quartier. Donc il n'y avait pas forcément besoin de revenir, parce qu'on pourrait très bien, vous pouvez très bien définir en disant là je veux que du R+2, ou là je veux moins, ou je veux plus. Concernant la préservation de l'environnement, parce que vous m'avez fait parler, je connais Villeneuve-Loubet depuis un certain nombre d'années, ma volonté n'est pas de bétonner Villeneuve-Loubet, puisque dans le PLU, 0,7%, monsieur le maire, je le rappelle, c'est quand même bien identifié. À un moment donné, c'est une croissance, je pense, qui est plus que modérée, même qui est très basse. Il y a des communes qui sont beaucoup plus. Donc je tenais à le rappeler. Et d'autre part, mon attention aussi, vous l'avez dit, certes, on est dans une logique comptable, mais la logique comptable, malheureusement, est à court terme aussi. Donc c'est pour cette raison que nous n'étions pas contre de discuter à un moment donné d'évolution. Hein, je ne suis pas contre, et je crois que dans nos interventions de mon groupe, nous n'avons pas été contre sur des évolutions. Par contre, c'est la méthode qui est employée. Voilà. Donc bon, vous l'avez noté, vous regarderez si c'est la bonne, nous resterons sur notre position là-dessus. Alors, sur le quartier des Morettes, quand même, je ne peux pas vous laisser dire qu'on a la possibilité d'agir en quoi que ce soit. C'est le PFR qui a acquis financièrement et un montant très élevé, puisqu'on est autour de 9,5 millions d'euros. Le maire précédent l'avait dit expressément dans le journal, si nous voulions remettre la main sur le terrain, nous devrions débourser 9,5 millions d'euros. Ou alors c'est que vous ne suivez pas ce que le maire disait, c'était dans un excellent article de Nice Matin d'ailleurs, que je salue, pour la circonstance. Et donc le PFR, lui, a déjà fait son affaire avec les bailleurs sociaux, qui sont aujourd'hui dans l'attente de réalisation, parce qu'il y a des enjeux financiers, et bien entendu, nous avons toujours loisir d'agir, à condition qu'on mette sur la table le chèque de 9,5 millions, plus le préjudice subi par les bailleurs qui sont déjà engagés. Car je vous signale que ça a été signé. Nous n'avons pas de marge de manœuvre, sinon que sur le quartier des Morettes, notre marge de manœuvre, nous allons la jouer sur le règlement, là aussi, du plus absurde, des 2,2 places de parking par logement, sur lequel d'ailleurs nous sommes retoqués également par le préfet, qui nous rappelle que dans le logement social, c'est une place de parking pour un logement, et que le plus qui met dans son règlement partout du 2,2 fait construire des parkings souterrains à 2 niveaux, au détriment de la qualité d'ailleurs du hors-sol, et que la marge de manœuvre que nous avons trouvée avec les bailleurs sociaux pour redonner des espaces et redonner aussi une possibilité de qualité, c'est de ne pas garder les 2,2 places de parking par logement.
Ça, c'est des enjeux financiers, c'est de cette manière que ça se regarde, et je ne peux pas vous laisser dire qu'il suffit qu'on discute avec eux, qu'on s'arrange, etc. Vous irez les rencontrer, vous verrez comment on discute avec eux. D'ailleurs, la dernière fois que le maire a été les rencontrer, la discussion a duré 7 minutes. Voilà. La dernière fois, c'était en septembre 2013. D'accord, monsieur le maire, je ne suis pas responsable des agissements du maire non plus. Ah mais je ne dis pas ça, mais voilà, c'est pour vous dire que c'est pas si simple que ça. Hein, et si le projet restait en l'état, croyez-vous que le maire précédent aurait laissé faire s'il avait un moyen d'appréhender les choses? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Bon, allez, je pense qu'on a longuement débattu, mais je pense que c'était bien. Ah, Madame Sayag veut nous en remettre une petite couche pour le départ. Non, excusez-moi, vous avez soulevé une question face à votre intervention. C'est donc l'organisme qui s'est prêté acquéreur du terrain des Morettes est-elle un organisme d'État? Oui, c'est un organisme d'État avec une direction régionale, l'établissement public foncier régional, ça s'appelle. Dont la mission est de trouver des bailleurs sociaux pour faire du logement social. D'accord. Vous me dites, monsieur Blanc, si je dis une bêtise, il me semble que le préfet peut décider, si la commune ne veut pas, de construire des logements sociaux, si ça appartient à l'État. Ah, c'est pas comme ça n'appartient pas à l'État. Voilà. C'est pas complètement une bêtise, il y a deux choses différentes. C'est gentil. Je ne vais pas repartir sur un autre débat, mais c'est pas ce qu'il voulait dire. C'est surtout, bon, ils sont nouveaux en plus au conseil municipal, donc c'est normal de poser des questions et c'est normal d'y répondre. Il y a deux choses, il y a les servitudes de mixité sociale avec des quotas, on va dire, avec un pourcentage. Il y a les secteurs identifiés qui rentrent là-dedans. Et après, il y a les plans triennaux qu'on doit présenter au préfet. Ou alors, j'ai pas bien compris la question. Le PFR, est-ce que c'est un organe, est-ce que ça appartient à l'État? Non, le PFR est un organe d'État qui est chargé de faire pour le compte des collectivités et de mettre en rapport avec les bailleurs sociaux. Mais le préfet n'a pas la main directe dessus. C'est vrai qu'il y a une possibilité à terme aussi pour le préfet, ça sera rigolo ce jour-là, de mettre la main d'office si la commune refusait de construire, de dire je réquisitionne, comme au bon vieux temps de Lénine, hein, ça sera sympa. C'était ma peur. Hein. Mais je ne l'imagine pas, d'abord parce que on n'est pas dans cette volonté de blocage, pas du tout. Et donc je le dis très clairement, pour pas qu'il y ait mal donne, y compris au niveau des services de l'État, pas du tout. On dit simplement qu'on veut être comme les autres communes. Pas au-delà, comme les autres communes, et décider nous-mêmes comment on agence les choses. Point barre. Bien, allez, je mets aux voix. Donc, qui est contre? 1, 2, 3. Qui s'abstient? Qui est pour? Monsieur Lindman. Oui, j'aurais dû sortir parce que je ne peux pas souhaiter participer au vote. J'aurais dû sortir officiellement. Vous avez le droit de vous abstenir. Non, je ne veux pas participer au vote, c'est un peu différent. D'accord. Monsieur Lindman ne prend pas part au vote.